On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Et bien, j'avais préparé une introduction, mais en fait, je vais la changer parce que j'ai assisté à deux conférences préalablement et finalement, j'ai appris deux choses. D'abord, qu'il va y avoir non pas 10 zones à faible émission, comme on a entendu, mais il va y en avoir 33 de plus, donc 43 zones à faible émission d'ici fin 2024. C'est-à-dire toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants. Et puis, j'ai appris autre chose. On voit effectivement sur le salon de nombreux véhicules électriques. Eh bien, ce sont surtout des voitures. Et puis, on voit des bus. Alors, semble-t-il, le transport public est beaucoup plus en avance que la logistique urbaine en termes de transition énergétique, ce que j'ai appris lors d'une conférence précédente, donc notamment les autobus. Les voitures, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on voit de nombreux modèles de voitures et on s'interroge. Et puis, on ne voit pas beaucoup de véhicules utilitaires légers. Alors, j'en ai vu un sur le salon. Peut-être que j'en ai manqué certains. Mais j'en ai vu un. J'ai vu des vélos cargo aussi. Mais on se dit quelque part, finalement, la logistique urbaine, d'abord, elle a survécu à la crise du Covid. Ça a même, dans certains segments, été un grand gagnant, finalement, de la crise du Covid. Mais quelque part, bien sûr, donc la logistique urbaine va se passer dans un contexte réglementaire qui va être beaucoup plus contraignant que ce qu'on a pu connaître lors des dernières années. Et on va essayer, au travers de cette conférence, d'échanger finalement sur la mobilité électrique. Est-ce que c'est une solution? Quel type de solution? À quelles difficultés nous sommes confrontés? Où en sont finalement les acteurs économiques par rapport à cette transition énergétique? Est-ce qu'ils anticipent ces zones à faible émission et les réglementations qui se mettent en place? Est-ce qu'ils sont confrontés à des difficultés? Donc on va effectivement entendre tout un certain nombre de témoignages. Et je voudrais accueillir donc sur ce plateau Hortense Bécheux, donc bonjour, qui est Business Development Manager chez EIT InnoEnergy, c'est bien ça, vous nous direz un peu plus tard ce qu'est InnoEnergy. Bruno Brouet, bonjour Bruno, donc du groupe Gruo, donc qui est directeur Gruo Allemagne, et responsable pièces et services. Donc vous avez une double fonction, donc merci d'être parmi nous cet après-midi. Alfred Chantre, qui est directeur régional des opérations Grand Sud DHL Express International. J'ai appris ma leçon, donc merci Alfred d'être parmi nous cet après-midi. William Gaillard, donc on se connaît depuis un moment, vous êtes président fondateur du groupe Sanges WG Logistique. Vous nous expliquerez un peu ce qu'est WG Logistique. Vous êtes le grand régional de l'étape, ici dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous nous expliquerez un peu tout cela en détail. Et Olivier Labarthe, donc vous êtes régional aussi, donc vous êtes sur place, Kedge, vous êtes professeur associé en gestion des opérations et logistique. On avait d'ailleurs fait une conférence à Kedge il y a quelques temps, je vais dire il y a une éternité, c'était avant le Covid, mais on avait fait une très belle conférence sur la logistique urbaine à Kedge. Donc pour commencer, je vais m'adresser à Alfred Chantre. Déjà, moi, je sais que votre groupe DHL Express est extrêmement engagé dans une politique de livraison décarbonée dans toute l'Europe, si je ne me trompe pas, pour les centres-villes, majoritairement. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont finalement vos objectifs? Où est-ce que vous en êtes finalement en termes de transition énergétique chez DHL Express? Oui. Tout d'abord, merci Jérôme de nous donner la parole à DHL Express. Alors le groupe DHL Express a effectivement des ambitions très élevées en termes de réduction de l'empreinte carbone. On a une ambition, c'est d'atteindre zéro émission de carbone d'ici 2050. Pour ce faire, on a une enveloppe de 7 milliards d'euros à l'horizon 2030 qu'on a décidé d'engager dans cette démarche avec plus de 80 000 véhicules électriques qui vont être déployés sur l'ensemble de l'Europe avec des partenariats notamment avec Fiat Professionnel, avec qui on a 100 véhicules utilitaires qui vont être lancés et engagés au niveau du groupe. Mais si on va un peu plus loin dans la démarche, au niveau de la France, déjà, notre ambition en France, c'est d'atteindre 75% de livraison et d'enlèvement réalisés par des véhicules électriques sur la France. Et ça, c'est d'ici dans un horizon très proche, parce que c'est un horizon à 2025, Jérôme, qui nous attend et qui sera là très très rapidement. Pour ce faire, il y a
Il y a plusieurs solutions, il n'y en a peu qu'une seule solution pour pouvoir livrer et enlever nos clients. On a différentes solutions, on parle beaucoup de véhicules électriques, on y est, on baigne vraiment dedans aujourd'hui, mais on a aussi tout un tas d'autres véhicules qui sont à notre disposition, que vous connaissez, les triporteurs, les vélos cargo, les vélos tout simplement, mais également des sweepbox, des box qu'on met à disposition de nos clients, comme vous pouvez en trouver dans les gares, des aéroports, dans les centres commerciaux, des sweepbox adaptés à notre business DHL Express. Également des livraisons qui sont faites à pied avec des partenariats que nous avons avec des entreprises comme Hyper, que peut-être vous connaissez sous le nom précédemment de U2U, ou Tous Facteurs ou Urbit, qui sont des partenaires qui assurent des livraisons en vélo ou à pied sur rendez-vous avec des clients en soirée. Donc finalement, le véhicule électrique, c'est une brique dans une politique beaucoup plus large finalement de décarbonation de votre finalement tout de votre mode opératoire finalement. Exactement, Jérôme. Ça reste un point de détail qui est important, mais qui n'est pas notre seul outil dans notre caisse à outils. Alors on va y revenir, on va revenir sur l'organisation, ce que ça implique en termes de modification d'organisation, parce qu'on sait bien que ça implique un certain nombre de choses, d'avoir des vélos cargo, d'avoir des véhicules électriques, voilà, à partir d'une organisation finalement qui n'a pas nécessairement été conçue pour ça à l'origine. Mais on va y revenir. Je vais m'adresser à William Gaillard. Donc William, vous êtes le grand régional de l'étape, mais expliquez-nous un peu, je crois que vous êtes une entreprise de 300 personnes, c'est pas ça ? C'est ça. Alors expliquez-nous un peu, finalement, dans quelle ville vous êtes installé. Vous êtes ici à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux. Vous êtes dans différentes villes. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est le groupe Sangès. Merci, Jérôme. Alors le groupe a 8 ans d'âge aujourd'hui. Il s'est fait par des opportunités de croissance externe. Moi-même, dans l'histoire du groupe WG Logistique, c'est parce que je suis issu du monde de la logistique et qu'un jour, mon fils aîné a fait un master sur la logistique en sortant d'Airbus, sur la logistique propre. Et donc, en fait, j'ai pris au mot. On a racheté une première société et voilà, le groupe s'est créé comme ça à Toulouse. Donc aujourd'hui, effectivement, on est le cœur de métier est vraiment sur la logistique du dernier kilomètre. Donc, quand on parle du dernier kilomètre, on parle aussi du premier kilomètre pour le sens inverse, c'est-à-dire sur les collectes que nous faisons pour nos clients. C'est donc un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est environ 300 personnes et c'est 255 véhicules. Dans ces 255 véhicules, ça fait à peu près 5 ans maintenant que nous avons réussi à cerner des premiers véhicules. Donc quand je dis cerner, c'est-à-dire qu'on a fait des premiers tests avec certains véhicules électriques. On a même commencé avec des batteries au plomb. Sur des marques que je tairai aujourd'hui, mais on peut dire qu'on a innové, d'ailleurs avec Société DHL, je crois qu'on a innové sur la société Colibus ensemble, qui n'a pas été d'une grande simplicité, mais en tout cas ce sont des gens qui ont essayé, et puis aujourd'hui ça va plutôt bien. Donc on est situé à Toulouse, c'est une de nos unités principales à Toulouse Sud. Depuis 2018, on est maintenant situé à côté du Capitole à Toulouse Centre, donc une petite unité qui fait exclusivement de la logistique de ville avec 100% de véhicules propres. Nous sommes situés à Bayonne, nous sommes situés à Biarritz, pareil, un véhicule propre. Nous sommes situés à Montauban, là aussi où nous sommes en train d'ouvrir une succursale, même si dans la grande banlieue de Montauban, on a 70 personnes qui travaillent sur la livraison du dernier kilomètre en zone rurale. Et enfin, nous sommes situés depuis 2017 à Bordeaux. Où nous avons commencé en 2017 dans un petit parking d'un privé. Et puis là, depuis 1 an et demi, on est à Mériadec, on est dans un parking que l'on a réhabilité un petit peu, qu'on a nettoyé et voilà, que Bordeaux Métropole a mis à notre disposition. Et donc, où est-ce que vous en êtes en termes finalement de transition énergétique par rapport à vos 255 véhicules, j'ai entendu où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis, quelles sont vos prévisions finalement? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a innové depuis plus de 5 ans maintenant sur ces véhicules, avec tout ce que cela peut comporter. Ça s'est fait par opportunité, où on a eu la chance de se voir confier par nos clients des secteurs de distribution en zone urbaine, pour ne pas dire en centre-ville. Et puis, petit à petit, on a réussi à construire des organisations qui nous ont permis d'investir dans des véhicules. Donc, on va dire qu'au début, c'était compliqué. On n'avait pas forcément les contenants qu'on voulait. On n'avait pas forcément défini le format qu'on souhaitait faire avec les salariés, parce que c'est quand même un métier assez nouveau. Et aujourd'hui, en fait, on a
palanqué, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un nombre de marques importantes qui sortent, qui sont des constructeurs classiques, Mercedes, MAN, groupe Volkswagen, qui sortent finalement des vulles aujourd'hui en vulles classiques pour rester sur des véhicules 10-12 mètres cubes et qui sont des véhicules tout à fait classiques, qui coûtent certes un petit peu plus cher, mais qui fonctionnent très très bien. Et aujourd'hui, dans les 30 véhicules qu'on investit par an, cette année, ce sont 12 véhicules Sprinter électriques qu'on a investis. Aujourd'hui, vous voyez quand même un développement finalement de l'offre de véhicules par rapport à vos besoins finalement, oui. Parce que vous traitez du colis, mais pas seulement non plus. Alors, on traite nos clients. Nos clients, ce sont des gens comme DHL, des gens comme UPS. Donc, c'est ce que je dirais vulgairement des expressistes, mais ce sont aussi des pharmacies, ce sont aussi des banques. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, la technologie fait qu'on arrive à largement faire 150 km d'autonomie. Donc, quand vous êtes situé à Toulouse Centre et que vous voulez rayonner dans un secteur de 150 km, c'est-à-dire une tournée qui fait peut-être 100 km pour aller jusqu'au dernier point de distribution, vous avez largement de quoi faire. Donc en fait, il faut que ça change maintenant dans les mentalités, il faut qu'on arrive à passer le cap de l'investissement, mais voilà, nous, on a zéro problème. Je n'ai jamais eu depuis maintenant 3-4 ans un seul véhicule qui est tombé en panne pour des problèmes de manque d'énergie ou autre. Les véhicules électriques, c'est fiable. C'est Absolument. déjà une excellente nouvelle, parce que effectivement, on a tous en tête, il y a des années, il y a un certain nombre d'années, des problèmes sur des véhicules électriques, mais c'était de l'histoire, c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est fiable. Alors, expliquez-nous un peu votre espace de Mériadec que vous avez mis en place. Qu'est-ce qu'on fait finalement ? Pourquoi il faut avoir des espaces finalement si près des centres-villes ? Alors, juste pour refaire l'histoire, pour la raison pour laquelle on s'est installé ici, c'est que encore une fois, on voulait faire à tout prix le copier-coller de ce qui a bien fonctionné à Toulouse, c'est-à-dire être proche de l'hyper-centre-ville et d'apporter un peu de souplesse et tout simplement d'aller vers des véhicules propres dans l'hyper-centre-ville, c'est-à-dire dans les rues piétonnes. C'était notre première cible. Donc, en fait, le sujet s'est fait avec un petit local chez un privé, comme je disais, de 375 mètres carrés, où bien sûr on a reçu les colis, on fait des navettes depuis les centres, les hubs de nos clients, des navettes qu'on essaye de faire avec des véhicules au gaz aujourd'hui. Donc on a 3 véhicules gaz parce que les secteurs sont un peu plus éloignés, les contenants sont un peu plus volumineux. Et en fait, on dispatche nos colis et on livre avec des triporteurs. Donc, pourquoi nous sommes arrivés à Mériadec ? Tout simplement parce qu'on s'est intéressé au projet. Comme je le disais à un de nos futurs clients, je l'espère, ce matin, c'est que le Covid est passé par-dessus tout ça. C'est-à-dire que les centres-villes ont été plus ou moins désertés par cette période de Covid, et les parkings se sont libérés. Et en fait, vous avez, entre autres, Bordeaux Métropole qui a cherché des solutions pour optimiser ses surfaces, et on est tombé au bon moment sur une opportunité qu'on a eue d'une surface de 700 mètres carrés. On a fait une proposition, on a fait monter un projet avec ces gens de Medpark, et voilà, et on a obtenu cette surface. Merci. Alors, on va revenir à Alfred Chantre. Je parlais en introduction des zones à faible émission. Il y en a une dizaine qui sont en cours de constitution. Il y en a donc, et puis il va y en avoir 33 autres, c'est-à-dire 43 zones à faible émission. Donc autant de réglementations différentes, parce que chacune va avoir sa propre réglementation, et on s'aperçoit que finalement c'est une des complexités, c'est que chaque ville a sa réglementation. Comment vous finalement vous adaptez à cette réglementation qui est évolutive, je ne vais pas dire mouvante parce qu'on va arriver à quelque chose de figé, mais comment vous vous adaptez finalement à cette complexité réglementaire ? Tout d'abord, on comprend la complexité, on comprend aussi la contrainte. On est aujourd'hui nous sommes tous obligés, nous les transporteurs, mais pas que, d'apporter des solutions comme les communes et de travailler avec les communes pour les prochaines années. On sait que cette contrainte va être de plus en plus forte. Vous le disiez ce matin, vous étiez à 10, vous êtes rendu à 32. Donc il y a un gros travail de fond qui est fait avec les agglomérations pour travailler sur les villes où ces zones à faible émission sont mises en place. Alors la difficulté, on va dire, pour nous, c'est le temps. On passe énormément de temps à participer à des réunions avec les communes. C'est important pour nous d'être présents et de représenter les transporteurs dans ces meetings et dans ces ateliers pour pouvoir parler de notre expérience, parler de nos contraintes et essayer de trouver les solutions les plus adaptées à notre mode de transport. La deuxième difficulté pour nous, au-delà du temps, c'est de se faire entendre, c'est de se faire écouter, c'est d'avoir des réponses en face de nous.
On a dans certaines communes quelques axes d'amélioration, mais très honnêtement, aujourd'hui, notre plus grosse difficulté, c'est que tous les points qu'on met autour de la table, qui sont ni plus ni moins que les mêmes problématiques que peuvent avoir mes confrères, hein, que ce soit certains noms dont William a parlé tout à l'heure, que ce soit FedEx, que ce soit UPS ou autres transporteurs, on a tous les mêmes problèmes. Donc certaines communes les entendent et d'autres les entendent un peu moins. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Donc on a le sentiment parfois qu'on vient plus par obligation, histoire de dire il faut les réunir parce qu'il faut les réunir, plutôt qu'il faut les réunir pour prendre des solutions et trouver des solutions avec eux. Ça marche pas dans toutes les communes. Et puis une fois qu'on a fait toutes ces réunions, qu'on a fait tous ces ateliers, on se rend compte au bout que parfois ça met énormément de temps à se mettre en place, ça met énormément de temps. Les politiques sont difficiles, je pense que vous êtes un peu tous au courant, mais c'est pas simple de travailler avec les politiques. Il y a plein d'enjeux qui sont derrière. En tout cas, quoi qu'il en soit pour nous, ça reste compliqué. Ça reste important de participer, d'apporter notre voix, ça reste compliqué d'obtenir des résultats. En tout cas, donc, j'entends que vous êtes associé, mais pas toujours écouté, quoi, finalement. En conclusion, oui. C'est un peu ça. Hein. Donc il y a une première étape de la concertation, c'est déjà de vous convier. Hein, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions sans convier un certain nombre d'acteurs du transport et de la logistique qui ont leur mot à dire. Mais finalement, on n'écoute pas toujours ce que vous avez à dire. Donc bon. En tout cas, on en prend note. Est-ce que vous pouvez nous parler de, finalement, on est ici à Bordeaux, de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous mettez en place progressivement comme organisation de logistique urbaine ici à Bordeaux? Alors, Bordeaux. Il y a quelques années, on a travaillé ensemble, William et DHL, donc le groupe Sangès et DHL, hein, sur un projet de livraison du centre-ville de Bordeaux. On n'est pas allé au bout on a démarré et puis ça s'est arrêté entre-temps, mais c'est pas grave. Hein, c'est des expériences de vie, de professionnels. Donc, qui sait, demain peut-être on reprendra cette expérience. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est à livrer le cœur de Bordeaux avec 5 véhicules électriques qui sont des masters. Et puis, on a des partenariats, comme je vous disais tout à l'heure, avec des entreprises comme Hyper, qui prend des rendez-vous avec les particuliers pour faire des livraisons le soir entre 17h et 21h. On a également une entreprise qui s'appelle Pick-up Courrier, qui travaille pour nous et qui fait des livraisons aussi à pied dans le cœur de Bordeaux aujourd'hui. Mais on essaye aussi, au-delà de ça, de développer tout un tas de nouvelles idées innovantes qui sont notamment la livraison par les voisins, quelque chose qui verra le jour, j'espère, dans le courant de l'année 2022, des livraisons en scooter électrique. Aujourd'hui, je suis à peu près 70 000 colis depuis le début de l'année qui sont livrés par des solutions vertes sur le cœur de Bordeaux. Donc c'est déjà effectivement un grand pas. Et finalement, quand vous faites de la livraison à pied, ça veut dire que vos partenaires ont des hubs en centre-ville ou c'est vous qui avez vos propres hubs pour pouvoir faire ça? Parce qu'il faut avoir des points nos partenaires, très proches, évidemment. Nos partenaires comme le groupe Sangès prennent des hubs, s'installent en centre-ville. La proximité est importante. On livre en vélo, on livre à pied. On peut pas partir. Nous sommes basés à Mérignac. On peut pas partir de l'aéroport pour aller livrer le centre-ville de Bordeaux à vélo ou à pied, ça devient un peu plus compliqué. Donc non, ils ont des hubs sur le centre de Bordeaux. D'accord, merci beaucoup. Donc Bruno Brouet. Bruno, vous êtes dans le groupe Gruau. Déjà, rappelez-nous, hein, parce que c'est un groupe français dans l'automobile quand même, donc un des grands. Hein, qui est Gruau et finalement comment vous intervenez finalement dans ce domaine des véhicules utilitaires? Alors Gruau, c'est effectivement une vieille dame, on va dire, de la carrosserie sur le territoire français et maintenant un peu à l'international. C'est une société qui a fêté ses 130 ans l'année dernière. Monsieur Gruau est de la 5e génération pour diriger l'entreprise. Et je dirais que la particularité de Gruau, c'est sa qualité de multispécialiste parce qu'on est l'un des seuls intervenants carrossiers à être vraiment dans presque tous les segments des carrossages et des transformations de véhicules possibles. On est leader du fourgon grand volume avec la marque Labé. On est l'un des leaders du métier de la benne sous la marque Gruau. On est l'un des leaders de l'ambulance, surtout en transformation fourgon. Donc on déploie un certain nombre de spécialités diverses. On s'attaque depuis quelques années à l'international avec une filiale importante en Italie et une filiale en Allemagne.
Nous avons, pour faire le lien avec le sujet du jour, une histoire déjà assez longue avec le métier de constructeur, en particulier tourné vers l'électromobilité, puisqu'il y a 20 ans déjà, on concevait une solution urbaine de microbus qui n'était pas dans le transport de marchandises mais le transport de personnes, où ensuite, en association avec Bolloré, on a électrifié ce véhicule qui roule toujours dans certaines communes françaises comme Nantes par exemple, et solution qui a été aujourd'hui reprise et développée par Bolloré. Ensuite, pour être dans notre cœur de métier, on s'est intéressé à l'électrification d'un fourgon avec tous les types de carrossage possibles, et où là, sous la marque Electron, puis Electron 2, on a commercialisé jusqu'à il y a 3-4 ans des fourgons. Et donc, on a un peu maturé le sujet, on va dire, ouvrant la voie, pour être présomptueux, à des solutions constructeurs. Et puis, la réalité économique, quand un constructeur comme Renault vient sur le segment où on a développé un produit, ben ensuite, là, les coûts de production étant ce qu'ils sont respectivement chez Renault et chez nous, on s'est retiré de ce segment-là. Mais on est toujours tout à fait à l'affût de ce qui se passe, parce que l'accélération est inéluctable. Vous parliez des ZFE, et quand on se compare à l'Allemagne, où je suis souvent, mais aussi à l'Italie, on a un retard certain dans la mise en œuvre des ZFE. DHL connaît bien la marque Street Scooter, qui a beaucoup développé pour DHL en Allemagne en son temps, pour dire les volumes que ça peut représenter, et que ça ne représente pas encore en France. Mais il est bien certain que ça va venir, et que là, on est, avec le déploiement de ces ZFE, je pense qu'on est sur un moment de bascule. Et la première conséquence directe pour un groupe comme nous, c'est que aujourd'hui déjà, tous les cahiers des charges de transformation de véhicules impliquent que la transformation soit compatible pour un véhicule thermique, mais aussi pour sa déclinaison électrique. Et ça, c'est vrai sur les transporteurs, c'est vrai sur les châssis. On a remporté récemment un appel d'offres sur une micro-benne, un véhicule typiquement de centre-ville et de zone piétonne, où il y a des plateaux, il y a des petits caisses fourgons, il y a des bennes pour les entreprises d'espaces verts, etc. Où ça y est, les volumes commencent, ainsi que dans le métier du dernier kilomètre et de la distribution. On voit bien que les volumes prennent, et prennent vraiment, depuis un an ou deux, une importance qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est intéressant parce que moi, dans le civil, je veux dire, dans mon activité, je conseille souvent des collectivités locales, et je leur dis, mais soyez exemplaires déjà. Si vous voulez que les entreprises changent, modifient leur parc, aillent vers de la mobilité électrique, déjà, faites le premier pas, montrez l'exemple avec vos propres flottes internes pour les espaces publics, et ça rejoint ce que vous m'indiquez. Alors, moyennant quoi, quand on regarde les chiffres, et je les regarde quasiment tous les mois sur le site de l'AVER, on voit la part du VUL, je parle que du segment du VUL, on ne va pas parler du poids lourd, ça sera encore pire, du VUL électrique, c'est, selon les mois, entre 2,2 et 3,4%. Et ça ne bouge pas depuis plusieurs années. Alors pourquoi ? C'est quoi votre analyse finalement par rapport à ça ? L'une des explications, c'est que sans contrainte, on a quand même horreur du changement. Et ça a été dit tout à l'heure, les discussions et la politisation de ces thèmes-là, c'est pendant de nombreuses années des effets d'annonce. Et puis on prend un véhicule pour communiquer, pour faire un peu de greenwashing, on va dire. Et tout le monde est passé par cette étape-là. Et les aides n'y font pas grand-chose, parce que finalement, quand le véhicule est 2 fois plus cher, il faut quand même un modèle économique derrière, et l'aide ne suffit pas à renverser le modèle économique. Donc, d'une part, les coûts de production baissant, parce que dans les 24 mois qui viennent, ce qu'on sait, c'est que le coût de production des batteries, par exemple, va chuter de 20%.
Bon, donc là, on va se rapprocher d'un modèle économique plausible, d'une part, et d'autre part, la contrainte politique va aller croissant, indépendamment des aides économiques qui, elles, vont baisser, mais la contrainte politique, va augmenter. Et là encore, pour faire le lien avec ce qui se passe en Allemagne, l'élection d'il y a 15 jours appelle immanquablement une présence des écologistes au gouvernement. Et donc, oui, il y a des paradoxes sur le fait qu'on produise de l'électricité à base de charbon, etc. Mais le mouvement de fond, là aussi, s'accélère. Et la demande de la société va s'accélérer de la même manière en France qu'en Allemagne, peut-être avec un effet retard. Mais je pense que les 2 à 3% d'IMAT, on était encore dans la zone expérimentale et qu'on va sortir de la zone expérimentale et il va y avoir des multiples solutions. Parce que là où hier on disait j'ai 3 catégories de véhicules dans mon parc, demain on a 10 catégories de véhicules dans son parc. Et effectivement, c'est le piéton, c'est le vélo, le triporteur, le tout petit véhicule de zone piétonne, et puis le fourgon, et puis etc. Donc les solutions sont en train de se multiplier et ça va se sentir dans les stats. C'est pour moi incontournable. On est un des pays où quand même l'achat de véhicules électriques est le plus aidé probablement. Quand on voit le montant des aides de l'ADEME, alors peut-être qu'elles sont peut-être pas versées tout de suite, peut-être que ça met un certain temps, mais quand même. Donc, ce sont des montants très importants. Et puis, tout le monde n'a pas la capacité à aller les chercher. Le maquis des aides en France, effectivement, les communes aident, les régions aident, les communautés de communes, l'État, etc. Mais c'est un maquis dans lequel tout le monde ne va pas forcément chercher, et tout le monde n'a pas forcément la compétence et le temps d'aller chercher ces ressources. Donc maquis des aides, mais on va revenir un peu aussi sur l'offre de véhicules électriques et puis les délais pour en avoir. On va en parler. Donc j'aimerais avoir votre point de vue dessus. Je vais m'adresser à Olivier Labarthe. Donc vous êtes professeur associé à Kedge. Et vous avez travaillé avec la Poste, si je ne me trompe pas, sur la cyclo-logistique. Vous êtes en train de travailler en réel sur un test. Alors expliquez-nous un peu en détail en quoi consiste ce projet de recherche. Oui. Alors le projet s'appelle InVici pour In Vivo Cyclo. C'est un projet qui est financé par l'ADEME en partenariat Kedge et la Poste, le service courrier-colis de la Poste, avec la logistique urbaine mutualisée. Et en fait, l'idée du projet, ça a été de regarder avec la Poste si il y avait un déploiement massif de vélos cargo qui se faisait sur les métropoles. Est-ce que les modèles déjà existants permettaient en fait de répondre à cette solution, de pouvoir déployer massivement les vélos cargo? Et la question qui nous a été posée, ça a été de savoir est-ce qu'on était capable de pouvoir faire une évaluation opérationnelle et une évaluation environnementale justement des vélos cargo versus les VUL électriques ou les VUL thermiques. Alors la genèse du projet s'est présentée de cette manière-là et ce que l'on a proposé donc à la Poste, ça a été de faire une étude réalisée sur une année complète et notamment sur la ville de Bordeaux avec 5 à 6 vélos cargo en tournée sur l'hypercentre de Bordeaux. Et nous, côté chercheurs, de pouvoir récupérer les données quasi temps réel en fin de journée, de pouvoir analyser ces données et de pouvoir proposer des modèles de planification de tournée qui soient les plus réalistes possibles face aux contraintes des vélos cargo à assistance électrique. De toute façon, ces vélos cargo qu'on voit là en venant ici, j'en ai vu rue Sainte-Catherine, c'est ceux-là, ils viennent de chez vous? Oui, exactement. Ils viennent et d'où ça exactement? De Mériadec, c'est ça? Oui, exactement. Ils partent de Mériadec. Et ensuite, ils vont desservir l'hypercentre, une zone un peu plus grande, justement pour faire les livraisons de colis, principalement sur la ville de Bordeaux. Alors, c'est quel périmètre au départ de Mériadec quand on considère qu'on fait quel périmètre en vélo cargo? Alors, le périmètre, il est relativement assez large. C'est vraiment hyper-centre et milieu urbain au niveau de Bordeaux. Donc on ne va pas jusqu'à la gare, on s'arrête un peu avant la gare.
et ensuite côté vers les Chartrons. D'accord, donc c'est quoi? C'est 2-3 km autour de Mériadeck, c'est quoi? C'est un peu plus grand, oui. C'est un peu plus grand. Ouais. Bon, on va dire qu'on est sur une ville où il n'y a pas de déclivité non plus, hein, donc Oui, tout à on fait, est oui. très avantagé là-dessus. Oui, Hein. exactement. Il pleut jamais quasiment, donc c'est... J'ai vécu 2 ans à Bordeaux, donc je connais. Donc quelque part, en tout cas, on est sur des rues qui sont très droites. Il y a des infrastructures cyclables. On est quand même dans une situation qui est bien, je vais dire, qui est facile pour la cyclo-logistique. Alors pour la cyclo-logistique, c'est quelque chose qui est relativement facile. Pour nous, côté chercheurs, ce qui a été difficile en fait, c'est de s'apercevoir que la majorité des modèles étaient basés sur des approximations par rapport aux routiers. Et nous, ce qu'on a dû adapter dans nos modèles, c'est de prendre en considération justement les aspects piétons et les aspects cyclables. C'est-à-dire quelque part, oui, puisque ce sont, alors quand on a des rues piétonnes, ce sont les mêmes, finalement, ce sont les mêmes artères qui sont utilisées par les deux modes, les piétons et les vélos, les vélos cargo roulent au milieu finalement. Exactement, oui. Avec ce qu'on s'est aperçu au niveau de l'étude, c'est qu'il y avait une très bonne réception de la part des piétons, puisque souvent ceux qui font du vélo cargo vont discuter beaucoup avec les piétons pour trouver leur chemin. Il y a une très très bonne acceptabilité au niveau des rues piétonnes. Ça s'intègre très bien. Et on aura donc, quand est-ce qu'on aura des résultats alors fiables, enfin c'est de toutes vos recherches finalement sur l'impact environnemental du vélo cargo. Je sais que c'est encore en cours. Vous n'avez rien à nous présenter tout de suite parce que c'est pas encore terminé. Mais est-ce qu'on peut indiquer quand est-ce qu'on aura des résultats chiffrés finalement? Oui. Alors le premier rapport qu'on doit remettre à l'ADEME, on doit le remettre d'ici 2 mois. Alors comme on avait déjà échangé sur les résultats, j'en ai récupéré un. Par rapport au modèle que l'on a fait, on a été capable d'améliorer de 48% la distance parcourue entre le début, quand on a débuté l'expérimentation il y a 1 an, et aujourd'hui, on a réduit quasiment de moitié la distance parcourue par les vélos cargo. D'accord. Ça, en partant finalement, vous avez réduit de moitié. C'est-à-dire que quand on a planifié les tournées entre ce qui était fait au début, qui était sur le modèle plutôt routier, nous, on a justement modifié ce modèle routier pour le faire adapter au vélo cargo, et on s'est aperçu qu'on avait un gain de l'ordre de 50% de la distance parcourue par les vélos cargo. D'accord. Est-ce que c'est dû à des évolutions d'aménagement cyclables dans la ville ou pas du tout? C'est juste une utilisation finalement des itinéraires cyclables de façon peut-être plus intensive ou plus précise? Alors il y a eu 2 paramètres en fait qui ont été très importants dans cette amélioration. C'est que d'une part, on a intégré donc beaucoup plus de données par rapport aux routes que pouvaient utiliser les vélos cargo. Ça a été le premier point. Et le deuxième point, ça a été le retour de la part des opérateurs, parce que eux, ils ont une connaissance très très fine au niveau du terrain. Et par exemple, certains points qu'ils vont livrer, ils vont savoir que ce point-là, il ne faut pas le livrer avant 10 heures, parce qu'avant 10 heures, il n'y aura pas de réception possible. Donc on a pu intégrer dans nos modèles justement cette part de connaissance qui venait des opérateurs, justement pour améliorer l'aspect opérationnel. D'accord. En tout cas, le chiffre est très impressionnant. Donc, on va attendre. On lira avec beaucoup d'intérêt si cette étude de l'ADEME est publique, parce que c'est pas toujours le cas des études de l'ADEME. Mais ça nous intéressera beaucoup, bien entendu, de voir avec précision les résultats de cette recherche. Alors, Hortense Bécheux, donc vous représentez InnoEnergy. Déjà, est-ce que vous pouvez nous indiquer qui est InnoEnergy? Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Et moi, je vais être honnête, avant qu'on se rencontre, je ne connaissais pas c'est pas bien forcément InnoEnergy. très connu, effectivement. Voilà. InnoEnergy, donc, on est un fonds d'investissement et d'accélération créé par l'Union européenne. On fonctionne avec des fonds publics qui proviennent de l'EIT. Et on investit dans des startups dans l'énergie de manière générale et dans la micromobilité de manière un petit peu plus particulière. On aide les startups ensuite à se développer dans chacun des pays dans lesquels on est présent. Et voilà, moi je m'occupe de la France avec mes collègues. On aide nos startups à se développer sur le marché français. Vous intervenez dans de nombreux secteurs différents finalement. Tout à fait.
et vous pouvez nous indiquer un peu finalement les secteurs dans lesquels vous intervenez, peut-être quelques sociétés que vous accompagnez finalement. On intervient donc dans les secteurs de l'hydrogène, de la micromobilité, de la Smile Delivery, etc. On a pas mal de startups dans ce domaine. On a Duct, Ono, Scoobik qui est des triporteurs qui permettent la livraison du dernier kilomètre. On a Glim, on en a voilà un bon nombre. Pour la plus connue, je dirais, dans notre portefeuille à l'heure actuelle, c'est Scoobik, qui est présente là au salon et qui travaille avec Amazon en Italie, Heineken en Espagne, Coreos également, et qui s'occupe de la livraison de différents produits, que ce soit de la nourriture, des boissons ou des colis. J'ai bien compris, donc je suis allé les rencontrer avant cette conférence. C'est un espèce de scooter électrique, je ne sais pas si c'est le terme, avec une caisse dessus qui fait 1,4 mètres cubes. Exactement. C'est ça, hein, donc, c'est ça. Et c'est pas fait en Chine. Hein. Et non, c'est pas fait en Chine. Et ce sera bientôt fait en Espagne, en Andalousie précisément. Et ils ont la force de s'adapter aux besoins des utilisateurs et une grosse puissance de R&D. Donc ils ont des véhicules qui s'adaptent vraiment à tous les besoins du client final. Donc vous investissez finalement dans des fabricants donc d'équipements finalement pour la transition énergétique. On citait Ono aussi, hein, qui n'est pas encore en France, on en parlait, mais qui est un vélo cargo assez innovant, hein, qui est allemand, si j'ai bien compris. Vous investissez aussi dans des fabricants de batteries, si je ne me trompe pas. On a également investi dans Vercor, effectivement, et on travaille aussi sur de grands projets, notamment de Gigafactory. Voilà, on a un versant investissement dans des solutions innovantes et un versant création de projets. Et vous accompagnez aussi finalement ces startups à se développer. C'est pas seulement c'est déjà bien de les financer, mais vous allez plus loin finalement, si j'ai bien compris. On les aide à créer des consortiums et on essaie d'avoir vraiment une logique, une stratégie d'investissement qui est logique et qui est en phase avec les politiques publiques qui sont actuelles et surtout à venir, notamment pour les grandes villes. Donc un investisseur spécialisé dans les énergies propres et notamment finalement dans les outils finalement dont on a besoin pour la logistique urbaine. C'est très intéressant. Hein, alors on va revenir finalement sur ces véhicules. On parlait de vélos cargo ou de véhicules un peu hybrides, hein, comme celui dont on a parlé, qui est présent sur le salon. D'ailleurs, ça vaut le coup de le voir. Et c'est vrai qu'il est inhabituel. On a l'habitude de voir effectivement des triporteurs, bien que on sait bien que c'est pas d'ailleurs facile de se retrouver dans l'offre de triporteurs. Hein, c'est pas si facile que ça. Je sais que la Poste a fait du fait de sa structure a testé tout un certain nombre de modèles différents. Tout le monde ne peut pas faire ça, hein, donc c'est pas si facile de s'y retrouver. Celui-là est vraiment intéressant. Alors Bruno Brouette, donc vous finalement c'est votre métier aussi d'aller sourcer finalement qu'est-ce que sera le véhicule de demain, dans quoi il faut investir. Quel est un peu votre point de vue? Alors vous avez un historique, on en a parlé sur le véhicule électrique de livraison. Il y a eu l'Electron 2, il y a eu aussi le Voltia à partir du Nissan, hein, mais bon, Nissan va arrêter sa fabrication en Europe, donc ce véhicule s'arrête, mais il y en aura d'autres qui vont venir. À quoi vous vous intéressez aujourd'hui? Le maître mot de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la multiplicité des réponses qu'on va trouver sur le marché. Et je pense que si on veut être un acteur sur ce marché-là, ce qu'il faut, c'est qu'on soit de plus en plus souple, de plus en plus réactif. Les technologies aussi vont évoluer de manière de plus en plus rapide. Et là, on est en train de réduire jusqu'au triporteur la taille des caisses qu'on pose dessus pour la distribution. Notre métier de base chez l'AB, c'est 18 mètres cubes, 20 mètres cubes. Aujourd'hui, on parle de 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 1,5. Donc, ce ne sont pas les mêmes matériaux,
ce ne sont pas les mêmes savoir-faire, ce ne sont pas les mêmes moyens de production. Donc ce n'est pas juste une caisse en réduction, c'est un mouvement qui nécessite qu'on soit effectivement aussi en veille en matière de recherche et de capacité industrielle pour pouvoir répondre à ces solutions-là. Et ça passera effectivement par le plus de souplesse possible. J'étais il y a 3 semaines, il y avait à Munich la IAA, qui est le grand show automobile qui était à Francfort et qui maintenant est à Munich et qui n'est plus du tout un salon de l'auto, qui est vraiment un salon de l'évolution technologique. Et pour donner juste une illustration, sur 5 halls, il n'y avait plus que 2 halls consacrés à l'automobile. Il y avait un hall complètement sur la technologie embarquée, sur les planchers électrifiés et les toits de voitures bardés d'électronique pour le véhicule autonome. Et au milieu, la voiture, la zone d'utilisation du véhicule, c'est un sandwich entre ce qu'il va y avoir sur le toit et ce qu'il va y avoir dans le plancher. Et des opérateurs vendent des systèmes complètement universels de planchers électriques sur lesquels on vient poser la carrosserie qu'on veut. Donc, l'un des intervenants, président de GlobalEye, filiale d'Intel, qui est un géant de ce milieu-là, nous disait ce qu'on ne voit pas venir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20% d'intégration électronique dans les véhicules. Dans 5 ans, ce sera 60%. Et il faudra s'habituer à ce qu'on change de solution de mobilité tous les 2 ans, comme aujourd'hui, on change de téléphone portable tous les 6 mois, et ça choquera personne. Donc, on sort aussi, je ne veux pas être trop long, mais on sort aussi de la notion de propriété et on va complètement vers de la solution de location ou de car sharing, etc., parce que c'est le seul moyen de financer pour le consommateur final l'évolution de cette accélération technologique. Donc c'est une illustration de plus que nous, il faudra qu'on soit très souple. Et la vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas la vérité de 2025. Et on sera plus fort si on sait lire ça. Olivier Labarthe, comment vous réagissez face à cette diversité de l'offre finalement de véhicules qu'on voit? Alors j'ai vu que La Poste qui a fait son sourcing, pour l'instant ils ont choisi des triporteurs allemands, si je me trompe pas. Ouais. Ils ont testé beaucoup. Il y en a aussi des très bons français. Il y en a sur le salon d'ailleurs. Mais bon, ils ont fait leur choix. Comment vous réagissez face à cette diversité de l'offre? Mais en fait, l'avantage de la diversité de l'offre, c'est qu'elle amène beaucoup de solutions qui deviennent et qui vont devenir de plus en plus complémentaires. Pour le choix de La Poste, en fait, par rapport aux triporteurs, c'est des vélos cargo à assistance électrique avec une fabrication qui se fait en Allemagne et la partie motorisation se fait en Suisse. Il y avait un des points qui était aussi très important pour La Poste, c'était cette partie de maintenance. Au-delà du coût et la durée de vie, c'était justement de pouvoir s'assurer d'avoir des coûts de maintenance qui soient relativement faibles et avec une robustesse qui était accrue. Après, comme ça a été dit par monsieur, il y a un point qui va devenir de plus en plus important aussi, ça va être justement de pouvoir interconnecter ces différentes solutions de mobilité. Notamment à Fraunhofer Institute en Allemagne, ils commencent à étudier la possibilité d'avoir des contenants qui puissent passer par exemple du vélo cargo au tram et du tram au vélo cargo. Et ce contenant peut passer après d'un vélo cargo sur un véhicule électrique. Donc on va réinventer le conteneur finalement. Donc on est peut-être en train d'assister à la naissance du conteneur urbain par métaphore avec le conteneur maritime. Donc il faudra effectivement à un moment ou à un autre standardiser aussi. Oui, exactement. Et on commence à voir que, notamment sur les vélos cargo, on commence à avoir alors je ne vais pas dire des standards, mais des contenants qui commencent à se ressembler de plus en plus. Alors, merci Olivier Labarthe. Alors William Gaillard, vous avez aussi toute une flotte de vélos cargo. Comment vous avez choisi finalement, quelles difficultés vous avez
pour choisir les bons modèles? Alors en fait, on a fait le choix de la Poste, nous, puisque ça fait 5 ans. Vous avez copié la Poste, quoi. Ça fait 5 ans qu'on a choisi Raikkuch, qu'on connaît depuis 5 ans. On doit être sur la 3e génération de triporteurs à assistance électrique. On est allé les voir, on a regardé un petit peu leur méthode de fabrication. Ils ont fait leurs preuves et je serais tenté de dire, tout à l'heure vous disiez, Jérôme, qu'il y avait sur le stand, sur le salon également d'autres fournisseurs. Effectivement, je pense qu'en fait, c'est en train de se démocratiser. Chacun est en train de prendre son expérience. Finalement, on n'a pas besoin de grandes technologies. On a besoin excusez-moi l'expression, mais on est transporteur, on a besoin de choses solides. Je vois l'exemple qu'on a sur Toulouse où on a les 5 véhicules de la première génération, c'est-à-dire des véhicules qui ont 6 ans. Les grosses difficultés que l'on a, c'est même pas les motorisations, ce sont les roues, les rayons. On est tous les jours sur des rues en pavé et les roues bougent beaucoup. Donc on a un mécanicien qu'on a formé à ça, à tendre les rayons, ainsi de suite. Et là, on est sur des nouvelles technologies de roues. Donc ça se démocratise beaucoup. Voilà. J'ajoute que finalement, aussi bien sur les véhicules, encore une fois, je parle en tant qu'utilisateur, en tant que transporteur, que ça soit dans le VUL ou que ça soit dans le triporteur, ce qui est important derrière, c'est l'organisation qu'on va y mettre. C'est-à-dire que finalement, les triporteurs, on pourra toujours dire que le contenant, on pourra mettre des contenants amovibles qui permettraient des ruptures de charge dans les infrastructures de ville. Mais ce qui est important, c'est l'organisation, les outils qu'on va pouvoir mettre en parallèle de cette technologie pour gagner l'optimisation et faire de la véritable logistique, quoi. C'est ça qui est important. Toute l'organisation. Enfin, je précise quand même sur le salon. Moi, j'ai vu, peut-être qu'il y en a plus que ça, mais j'ai vu 3 fabricants français. Hein. Donc, il y a Carriol qui vient d'ouvrir d'ailleurs un atelier. J'ai vu VUF qui est vers Toulouse, si je me trompe pas. Et puis Wello. Hein. Donc, j'ai pu voir et il y avait deux modèles de ce vélo cargo. Donc, il y a aussi des fabricants français. Et c'est peut-être aussi un des problèmes, c'est justement la complexité de l'offre, que ce soit en vélo cargo d'ailleurs et en véhicule électrique. Alors, Alfred Chantre, vous faites comment finalement pour choisir les bons véhicules par rapport à vos besoins? Alors moi, absolument rien. J'ai la chance de travailler dans un groupe. En fait, on est très standardisé chez DHL. Quel que soit le pays dans le monde, les véhicules sont commandés au niveau mondial. On a parlé du street scooter tout à l'heure, qui est un des véhicules qui a été énormément déployé en Allemagne, mais qui peine à rentrer sur le marché français. Mais on va peut-être y arriver. Il peinera plus d'ailleurs, oui, parce que la plateforme s'est arrêtée. Aujourd'hui, donc c'est très standardisé. On a des véhicules avec des étagères. On veut que chaque véhicule soit équipé d'étagères pour permettre la livraison, l'emplacement des colis à l'intérieur des véhicules pour organiser justement les routes et optimiser au maximum la productivité de nos conducteurs. Tous ces véhicules sont des véhicules de 10 à 15 mètres cubes. C'est ce qu'on recherche chez DHL le plus aujourd'hui. On a un marché qui est très présent, une offre très présente sur le 10-12 mètres cubes. On a un peu plus de difficultés sur le 12, enfin dès qu'on dépasse le 12 mètres cubes, et pour aller jusqu'au 15 mètres cubes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Aujourd'hui, on travaille, comme je vous le disais, avec les Renault Master Z2, les Volkswagen Crafter. Ce sont les e-Crafter, pardon. Ce sont les véhicules principaux qu'on a en ce moment chez DHL. Parlons des délais. Si demain vous avez besoin d'acheter effectivement des véhicules, vous devez vous y prendre longtemps à l'avance. Alfred Chantre ou William Gaillard peut-être sur les délais d'approvisionnement dans ces véhicules. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais parler des triporteurs. Les triporteurs, les annonces, que ce soit fabricant allemand ou fabricant français en ce moment, c'est minimum 3 mois, quoi. C'est minimum 3 mois de délai là. Voilà. Wow, et quant au VUL classique, c'est-à-dire on a fait rentrer une dizaine de e-sprinters, que ce soit Renault, il faut commander maintenant pour toucher ou avoir quelque chose en juin là en ce moment, quoi. Alors l'électrique, il y en a sur l'électrique. D'ailleurs, on se demande si les stocks sont pas la pénurie de stock est pas un peu volontaire ou un peu politique là aussi. Mais en tout cas du thermique, il n'y a pas du stock avant l'été prochain. Par contre, si sur 2-3 mois un e-sprinter ou même un MAN, on a du stock sous 2-3 mois, quoi. 2-3 mois, par contre les autres, ce que vous indiquez, c'est 8-9 mois si on veut les avoir. Ah oui, absolument. C'est 8-9 mois, c'est ce que j'entendais aussi, si je ne me trompe pas, sur le e-Berlingo ou le e-Expert.
C'est de cet ordre-là. Je ne sais pas si vous confirmez ça. Exactement. C'est tout à fait ce qui se passe avec le Covid, la crise actuelle. On a des véhicules qui mettent énormément de temps à arriver. On a la chance d'avoir passé des commandes il y a quelques temps de ça, donc on sera livré en début d'année, l'année prochaine, pour les véhicules supplémentaires en modèle électrique. Effectivement, sur tout ce qui touche des véhicules thermiques, là je parle plutôt pour les fournisseurs qui travaillent avec nous, on est sur des 8 à 9 mois de délai, oui. Alors, est-ce qu'on voit quand même des progrès, hein, on voit plus de modèles déjà, hein, qu'il y a quelques années. J'ai entendu qu'ils étaient fiables. Maintenant, il n'y a plus de problème de fiabilité. Ça, c'est déjà un énorme. C'est pas rien. Hein, on n'a pas de risque de véhicule qui va tomber en panne, qui va brûler, qui va je sais pas quoi. On a entendu des tas de choses, hein, dans le passé, hein, il y a longtemps. Mais donc, on n'a plus ces problèmes-là. On a des problèmes de délai. Alors, qu'est-ce qu'on a c'est quoi finalement les freins aujourd'hui pour passer de ces 2,2 ou 3,3% du marché à 20-30%, enfin, qui semblerait normal, je veux dire au minimum, je veux dire au regard des réglementations qui sont annoncées. Moi, les délais, je sais pas. Je suis surpris de ces chiffres et je ne les remettrai surtout pas en cause. Je n'ai jamais. Alors, il y a longtemps que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu autant de groupes, autant de commandes de véhicules électriques commandés par les grands groupes. Hein. Je pense, on parle de Alfred de DHL, on peut parler de UPS, on peut parler de Chronopost. C'est des commandes de 400 véhicules. Alors certainement pour l'Europe, pas tout pour la France, mais je suis sûr que ces chiffres vont se mettre à jour. Moi, je sens un engouement assez important. Voilà, je sens de plus en plus, et que ce soit des petites entreprises comme nous, peut-être des anciennes générations, sans que ça soit péjoratif, qui étaient un peu réfractaires. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et puis, on s'aperçoit, encore une fois, moi je le vois, on a nos ateliers en agence, on n'a pas d'entretien sur ces véhicules électriques. On n'a pas d'entretien. Les moteurs, ça tombe jamais en panne, pas de problème sur les batteries, on a des garanties. Il faut faire de la formation, ça c'est important. Il faut à tout prix former nos gens, sur nos conducteurs, sur la manière de conduire ces types de véhicules, parce qu'on ne conduit pas ces véhicules de la même manière qu'un véhicule classique thermique. Et ça, on le met parfois de côté, et c'est dommage. Voilà, mais moi, on va y aller. Ces chiffres vont augmenter naturellement. Ils vont augmenter naturellement. Et puis on parlait, moi j'avais entendu parler d'usure des pneus. Alors c'est lié à l'absence de formation, c'est ça ? Oui, c'est lié à l'absence de formation. Alors pour en avoir conduit moi-même, et aussi bien j'ai vu sur les tarmacs, quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il y a des démarrages beaucoup plus rapides, hein, pour ceux qui ont conduit une voiture, ne serait-ce qu'une voiture électrique. Il y a des démarrages beaucoup plus rapides, donc il y a forcément une usure. Mais encore une fois, c'est une histoire de comportement, quoi, hein. Il faut pratiquement pas freiner. Quand on parle d'économie d'énergie, je peux vous assurer que on peut recharger sa batterie. Un conducteur qui part sur une tournée qui fait 90 km, il peut, sur un sacré bout de trajet, ne pas dépenser zéro énergie, recharger automatiquement en faisant du préventif. D'accord. Alors, je vais m'adresser à Hortense Bécheux. Donc, vous sourcez des startups, hein, qui sont innovantes dans ce domaine. Comment vous faites ? Quel type de startup que vous sourcez finalement pour les accompagner ? Comment vous faites finalement ce travail de sourcing ? Je dirais qu'on base notre travail de sourcing principalement sur à la fois les politiques publiques qui sont en vigueur, et aussi sur les solutions qu'on a déjà en portefeuille pour vraiment assurer une certaine cohérence dans l'ensemble de notre portefeuille. On a des solutions qui se prêtent plutôt à de la livraison pour les hôtels, donc je pense notamment à Ono par exemple, mais comme des solutions qui se prêtent plutôt à de la livraison beaucoup plus de nourriture, etc. Et on essaye vraiment de varier et d'avoir un type de solution pour un type de problème. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on source un petit peu, qu'on fait du scouting, qu'on source des nouvelles solutions. Donc vous n'avez pas effectivement d'idée finalement d'a priori vers de nouveaux types de véhicules. Vous raisonnez un peu par marché aussi, en se disant... Par marché, par chaîne de valeur. Par chaîne de valeur. Tout à fait. D'accord. C'est intéressant. Et le véhicule fait partie de cette chaîne de valeur, mais ce n'est pas évidemment le seul élément dans les startups que vous sourcez. Non, mais pour la micromobilité, c'est la manière dont on fonctionne. Ensuite, on essaye de comprendre aussi les besoins qui se posent à nous et de trouver des solutions qui pourraient exister en fonction des problèmes de marché, effectivement. C'est plutôt l'approche qu'on a pour le moment.
Très bien. Et Bruno Brouet, donc, quand on voit ces chiffres, donc William Gaillard nous dit non, je suis étonné, je les trouve inférieurs à ce qu'on voit. Vous, finalement, c'est quoi votre vision par rapport à ces 2,4 ou 3,3% qu'on voit du marché du VUL qui est électrique vous pensez que c'est en train d'exploser? Qu'est-ce qui se passe? Je partage ce qu'a dit William Gaillard tout à l'heure. C'est les commandes en cours, la polarisation de tous les constructeurs sur le déploiement de nouveaux modèles impérativement électriques, etc. Moi, je pense que ces chiffres vont voir des mises à jour et des développements importants, même si on ne peut pas s'empêcher de réfléchir avec Carlos Tavares à la pérennité de cette solution électrique. Je pense que l'une des conclusions, c'est aussi de se dire c'est probablement une transition parce que derrière l'hydrogène, etc. Mais de toute façon, les énergies fossiles étant terminées, il faut mettre en œuvre et déployer ces solutions, même transitoires, régler les problèmes de coûts de fabrication et de recyclage et penser d'ores et déjà à la génération d'après, parce qu'il y aura la génération d'après. Alfred Chand, pour vous, c'est un mix. On entend parler de certains véhicules au GNV, d'autres électriques, d'autres en vélo cargo, qui est aussi une forme d'électrique, mais différente. C'est un mix, finalement, pour distribuer les centres-villes. C'est comme ça que vous raisonnez? Même au-delà des centres-villes, parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de navettes qu'il faut réaliser entre le fournisseur, enfin le transporteur et le distributeur du dernier kilomètre. On a besoin d'avoir ces solutions qui soient GNV, soit électriques, soit hydrogène. Il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché. Maintenant, il faut qu'elles nous permettent économiquement aux entreprises de pouvoir en bénéficier de manière avec les aides de l'État, mais de manière plus facile en termes de trésorerie. Et puis, il faut aussi que ces véhicules soient disponibles sur le marché rapidement, avec des capacités et des autonomies suffisantes. Je voulais rebondir sur ce que disait William tout à l'heure. Il y a aussi pour les centres-villes l'autonomie de nos véhicules, c'est une chose, mais il y a aussi la partie recharge. On manque de chargeurs dans les centres-villes pour des sociétés qui ne sont pas implantées dans les centres-villes. C'est-à-dire que nous, on part de Mérignac, mes véhicules partent de Mérignac, ils doivent rentrer dans le centre de Bordeaux. Il faut trouver des chargeurs disponibles. Il n'y en a pas en nombre, et puis quand ils y sont, malheureusement, ils sont utilisés par d'autres véhicules, de plus en plus de véhicules aussi de particuliers, ils ne sont pas dédiés au VUL. Donc ça complexifie aussi la partie achat et la direction, de prendre la direction d'achat vers des véhicules électriques. Ça, c'est encore des choses, pour revenir au sujet que je développais tout à l'heure, ce sont encore des discussions qu'on a avec les communes sur lesquelles on avance, mais très doucement, trop doucement, à mon goût. Il n'y a pas un changement de modèle d'organisation aussi, parce que le livreur, souvent, traditionnellement, il rentre chez lui avec le véhicule de livraison, il va faire sa tournée, puis il rentre chez lui. Là, évidemment, il ne va pas rentrer chez lui, il va rentrer à l'agence pour que ce véhicule se recharge. Aujourd'hui, de plus en plus, oui. C'est quelque chose qui existe chez DHL, notamment nos chauffeurs vont livrer directement et ensuite peuvent utiliser le véhicule pour rentrer directement chez eux. C'est plus le cas maintenant avec les véhicules électriques. Il faut obligatoirement que ces véhicules reviennent en agence pour pouvoir être mis en charge et être prêts pour le lendemain matin. Ça change le modèle organisation. C'est peut-être d'ailleurs une bonne chose que ça le change. Hein. C'est une bonne chose. Ça nous pousse aussi à revoir nos organisations, notamment avoir les véhicules de prêt et faire ce qu'on appelle du préchargement. On travaille sur le préchargement, c'est-à-dire que les véhicules seront chargés avant que le livreur n'arrive en agence. Et puis ça rejoint un petit peu ce que disait M. Labarthe sur les organisations des routes. On envisage tout un tas de logiciels qui vont nous aider très rapidement dans le courant de l'année 2022 à pouvoir optimiser nos routes et les préparer avant même que les livreurs n'arrivent. Sur le plan environnemental, c'est peut-être finalement d'utiliser des VUL pour faire des trajets domicile-travail. C'est quand même pas non plus l'idéal, quoi. On est bien d'accord. C'est aussi il y a peut-être d'autres solutions effectivement pour que les gens prennent leur poste de travail. Mais il y a des transports publics pour ça aussi. Hein. Il y en a à Bordeaux. Il y a aussi des plans de mobilité chez DHL sur lesquels on travaille justement pour permettre à nos équipes de rejoindre les agences sans pour autant utiliser les véhicules utilitaires. Donc Olivier Labarthe, vous qui êtes un petit peu finalement au-dessus de la mêlée, en tant que chercheur, c'est quoi votre vision d'avenir par rapport à ça, par rapport à tous ces sujets de mobilité urbaine des marchandises, on va dire. Hein. Donc on parle de logistique urbaine, on peut parler de mobilité urbaine des marchandises.
Alors, le premier point, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, mais il y a une multitude de solutions qui vont venir se compléter, qui vont venir s'enrichir, qui vont venir s'approvisionner aussi. On a parlé des agglomérations. Enfin, il existe de plus en plus ce qu'on appelle des méga-cities, notamment beaucoup en Chine, où là, quand on va livrer un immeuble, c'est des milliers de colis qu'on va livrer parce qu'il y a beaucoup de livraisons qui doivent être faites au même endroit. Je pense que pour rejoindre un peu tout ce qui a été dit, la part de la participation des politiques, des communautés, et de définir des solutions ensemble est quelque chose qui est vraiment vital et qui est vraiment très très important. D'avoir des espaces qui soient situés en centre-ville pour des entreprises qui ont besoin de faire soit des recharges ou des dépôts. On a vu que cette année, il y avait Amazon qui avait passé un contrat avec la RATP pour pouvoir bénéficier de l'usage des dépôts qui étaient vides en journée pour justement pouvoir stocker de manière temporaire les colis avant de faire la livraison du dernier kilomètre. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi d'avoir ces espaces à disposition. Et au niveau de la mobilité, on s'aperçoit, notamment en Chine ou au Japon, on n'en a pas parlé pendant la table ronde, mais l'usage des robots livreurs. Alors en France, on a utilisé les robots suiveurs, notamment au niveau de la poste, mais il commence à y avoir aux États-Unis aussi des livraisons qui se font directement par robot. Le robot vient se positionner à un endroit, va envoyer un message au client final et le client va venir descendre et retirer au niveau du robot la marchandise qu'il a commandée. La part du fluvial pour certaines villes, il y a des expérimentations qui reviennent en France, notamment sur la ville de Strasbourg. Donc je pense qu'il y a une multitude de solutions et aussi on commence à regarder, nous en tant que chercheurs, on commence à déposer des appels à projets dessus pour pouvoir bénéficier aussi par exemple du transport public. Le tram fret, ça fait des années qu'on en parle, il y a eu quelques expérimentations. Donc c'est justement combiner toutes ces solutions-là et sachant que chacune de ces solutions prises de manière individuelle va apporter quelque chose au niveau urbain et notamment dans le contexte des zones à faible émission. Je comprends quand même que alors que ce soit du tram fret, que ce soit du fluvial, des solutions de ce type, on va revenir à la conteneurisation qui est quand même une base parce qu'on va pas créer. Enfin, ce sont déjà des ruptures de charge, donc des surcoûts quelque part. Donc, est-ce que la solution, c'est justement peut-être par la conteneurisation qu'il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au niveau de la Commission européenne, en fait, il y a une cible qui est visée pour 2050 pour justement avoir des livraisons à zéro émission. Et en fait, cette cible, elle s'appuie sur deux éléments. Le premier élément, c'est justement d'avoir des conteneurs qui soient modulaires et que justement qui soient standardisés avec des tailles différentes pour faire de la livraison. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir avoir une interconnexion au niveau des réseaux. Et ça rejoint plus la métaphore de l'Internet digital, c'est-à-dire avoir un paiement qui se fait à l'usage et de pouvoir avoir des zones qui soient mutualisées entre les différents opérateurs. Alors, au niveau des vélos cargo, il y a un test qui existe depuis 2018 au niveau de la ville de Berlin qui s'appelle Komodo, où plusieurs opérateurs vont partager un même espace logistique. Ça, c'est peut-être effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'on voit qu'on a un manque d'espace dans les villes, on voit que tout le monde se bat pour avoir un espace. Vous en avez trouvé un à Mériadec, c'est pas toujours évident parce que on est en plein cœur et on en a besoin. Si on veut livrer en vélo cargo, c'est peut-être d'inciter les acteurs à se regrouper. C'est pas facile parce qu'ils sont concurrents entre eux, mais c'est vrai que Komodo l'a fait. Oui. Alors la difficulté de se regrouper, parce que c'est pas forcément dans les pratiques que l'on retrouve pour les opérateurs en France, mais ça un avantage qui est très fort, c'est que lorsque vous dupliquez comme ça en mutualisant les points de localisation, ça vous permet d'avoir un réseau qui est beaucoup plus vaste et on s'aperçoit que les résultats que l'on a vu sur certaines expérimentations, c'est que ça permet de réduire
les coûts et ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone. Alors peut-être pour conclure cette table ronde, un petit mot de la fin sur votre vision d'avenir à chacun, peut-être Hortense Bécheux, comment vous voyez les choses, vous qui êtes dans des tas de secteurs différents finalement autour du développement durable. Est-ce que vous voyez finalement un bouillonnement d'idées et d'innovations autour du dernier kilomètre ? Oui, je pense qu'on va assister à pas mal de changements dans les années à venir, plus ou moins forcés par le législateur, mais effectivement, je pense que les villes vont prendre une autre couleur, et c'est pas plus mal. Les villes vont prendre une autre couleur, c'est bien. Alfred Chantre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je rejoins complètement. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants demain. Moi, je pense qu'il faut déjà changer le mindset. On parlait tout à l'heure d'apprendre à conduire un véhicule électrique. Voilà, tout de suite, on use les pneus. Mine de rien, le style, la consommation d'un véhicule électrique change très rapidement. L'autonomie d'un véhicule électrique change très rapidement à partir du moment où la personne sait le conduire. Donc oui, on a le mindset à changer. Il faut que les gens s'habituent à voir la vie différemment et à arrêter de tout dépenser inutilement au-delà de l'électrique. C'est vraiment la vision de notre vie en tant que citoyen et de notre responsabilité en tant que citoyen qu'il faut modifier. Bruno Brouet, votre point de vue ? La technologie, on est en train de démontrer que quelquefois elle peut faire peur, mais ça peut être formidable aussi, parce que c'est effectivement l'évolution de nos vies et de celle de nos enfants. Donc cette technologie, il faut prendre ce qu'il y a de bon. Elle va s'accélérer, elle va impacter nos vies, et dans le même temps, la réduction de l'empreinte, c'est aussi effectivement un partage des ressources. Donc on va aller vers de plus en plus de car sharing dans le véhicule particulier, mais aussi, pourquoi pas, dans des solutions de partage d'utilitaires avec des systèmes multimodaux et multicarrossés. On a déjà aujourd'hui un seul châssis, 2 carrossages différents. Pour les communes, par exemple, ça permet de n'avoir qu'un seul châssis, et le matin, je fais de l'espace vert, l'après-midi, je fais de la distribution. Donc tout ça va s'accélérer, et il faut être ouvert à cette évolution de manière à pouvoir en prendre ce qu'on a de meilleur pour notre avenir. William Gaillard, allez, le mot de la fin. Oui, écoutez, moi je dis qu'à aujourd'hui les outils arrivent, sont en train d'évoluer. Je suis pas inquiet à ce que ça continue d'évoluer. On sort d'une période de Covid qui a aussi bouleversé un peu le métier de la logistique et notamment du dernier kilomètre. Dans mon métier que je fais depuis maintenant une petite dizaine d'années, en tout cas sur ce métier du dernier kilomètre, on avait une fourchette qui était 70% de B2B et 30% de B2C. On a ces 2 dernières années une consommation à travers le e-commerce qui s'est faite, qui a complètement inversé le marché, et je peux vous assurer qu'il a fallu... on est des métiers où on a eu beaucoup de travail pendant cette période de Covid, contrairement à d'autres. Ça a été le côté positif, mais on a oublié complètement l'humain. Et dans tout ce qu'on a vu durant cette conférence, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a les outils qui arrivent, les outils matériels, et il ne faut pas qu'on oublie l'humain, qu'on oublie la formation, à professionnaliser ce métier, c'est extrêmement important. Le rôle de l'humain, effectivement, c'est bien comme mot de la fin, je trouve. Donc on n'est pas encore tout à fait au véhicule autonome quand même. Donc on a encore besoin d'humains, et on a besoin d'hommes et de femmes, effectivement, pour le dernier kilomètre et la logistique urbaine. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants pour ce débat très riche. Donc on m'a dit qu'il n'y avait pas nécessairement de questions-réponses, mais enfin, s'il y en a dans la salle, on les prendra. On a 5 minutes ou 10 minutes pour rester dans le timing qui m'a été indiqué. On est tout à fait prêts. Nos intervenants sont là pour essayer de répondre à vos questions ou attentes. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a ou un témoignage finalement autour de ce qu'on a évoqué là, à travers de cette heure et quart sur la logistique urbaine, la mobilité électrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Non ? Oui, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Julien Pêche, InnoEnergie. Est-ce que vous monétisez le surcoût de ces technologies émergentes ? Est-ce que vous avez trouvé un moyen dans votre business model de passer la prime au marché ? Est-ce que c'est reconnu ? Qu'est-ce qui veut répondre ?
Alfred chante. Alfred. Je sais pas si vous. Non, je suis pas. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait modélisé ça. En fait, je crois qu'on prend les sujets au fur et à mesure que les technologies se développent, se préparent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un plan de 7 milliards d'euros qui sont engagés là pour réduire notre empreinte carbone d'ici 2030. Et à partir de là, on prendra toutes les nouvelles technologies qui peuvent nous permettre, en tout cas, soit d'optimiser notre production avec des véhicules plus propres qu'aujourd'hui. William Gaillard. Je vais répondre comme Alfred. En fait, on vient de se lancer au mois de septembre dans la certification 50 001, pardon. Donc, c'est vrai que la mesure des énergies, de nos dépenses d'énergie, on le saura à peu près dans quelques mois, avec cette volonté de se certifier pour le mois de juin. Et en tout cas, oui, même une petite PME comme nous, on veut aller vers ça, quoi, à tout prix mesurer ce qu'on dépense. Peut-être Olivier Labarthe, finalement dans les chiffres que vous allez calculer, il y a des chiffres financiers ou uniquement, ou environnementaux, exclusivement environnementaux. Je ne vais pas dire uniquement. Non, le premier élément, c'était vraiment l'aspect environnemental. Et quand on est descendu sur, justement, on nous a demandé de regarder des aspects financiers, et on a pu s'apercevoir qu'on avait une économie qui était non négligeable par rapport à la valeur du colis qui était livré. C'est intéressant. Donc, c'est pas toujours plus cher de faire le dernier kilomètre propre. Non. Mais pour rebondir par rapport à l'humain, moi, je suis en contact avec beaucoup d'étudiants et la monétisation. Juste rebondir sur un point, c'est que de plus en plus, nos étudiants en fait sont très sensibles sur l'aspect RSE. Quand ils font la démarche de contacter certaines entreprises et de pouvoir les rencontrer pour justement avoir des emplois, des interviews pour les emplois. Donc finalement, je ne sais pas si on a répondu, c'est vrai que c'est pas si simple, mais finalement, de faire propre, c'est pas toujours plus cher, ça dépend. Alors, on peut imaginer aussi que le prix des véhicules, on entendait des baisses de coûts de batterie, etc. Donc tout ça, ça va se lisser. Eh bien, écoutez, je vous propose, il est juste 6h15, on est parfaitement dans les temps qui nous ont été indiqués. Merci encore pour ce débat très riche. Donc, merci aux intervenants. Merci.